Ce qui est fascinant avec le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de médicaments qu'on pense, au fond, bien connaître. On a toute une crème à la cortisone ou un antifongique qui traîne dans la pharmacie. C'est ça, oui. Mais en explorant les sources pour notre discussion, un module de formation pour de futurs professionnels de la santé, là, on se rend compte qu'il y a une complexité, mais complètement folle, qui se cache juste sous la surface de notre peau. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de passer de l'autre côté du miroir et de comprendre la science qui se cache dans ces petits tubes. C'est une super bonne façon de commencer. Parce que le point de départ de toute cette science, c'est une idée simple, mais fondamentale. La peau, c'est pas une éponge, c'est une forteresse. Sa job numéro 1, c'est de garder le monde extérieur à l'extérieur. Et ça inclut les médicaments qu'on essaye de faire passer. Chaque crème, chaque gant, c'est une tentative de déjouer un système de sécurité qui est le fruit de millions d'années d'évolution. Une forteresse, j'aime l'image. Alors, comment on fait pour assiéger cette forteresse? Les sources utilisent un terme qui sonne assez intimidant, la barrière pharmacocinétique. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est simplement le nom savant pour décrire les règles du jeu qui sont imposées par la peau. La règle principale, c'est que la plupart des médicaments doivent entrer par diffusion passive. Il n'y a pas de porte d'entrée VIP. La molécule doit se faufiler à travers les couches de cellules. Et pour y arriver, la qualité la plus importante, c'est d'être liposoluble, d'aimer le gras. D'aimer le gras, OK. Oui, les membranes de nos cellules sont faites de lipides, de gras. Une molécule qui n'aime pas le gras, elle ne passera tout simplement pas. D'accord, donc c'est une question de passeport chimique. Mais nos sources listent plein d'autres facteurs qui peuvent influencer le passage. Commençons par le plus évident, l'épaisseur de la peau. On dit que la pénétration est plus facile sur le visage ou chez un bébé. Pourquoi? C'est une question de mur. La couche la plus externe de la forteresse, la couche cornée, est beaucoup, beaucoup plus mince à ces endroits. Ah oui. Pensez-y. Sur la plante des pieds, on a une muraille de château fort. Sur les paupières, on a une simple clôture de jardin. Le médicament a beaucoup moins de chemin à faire, moins de résistance. C'est logique. Maintenant, un facteur plus surprenant. L'inflammation. Une peau irritée par de l'eczéma, par exemple, absorbe plus de médicaments. Ça semble contre-intuitif? C'est un des points les plus importants pour la sécurité du patient. Quand la peau est enflammée, c'est comme si la forteresse avait des brèches dans ses murs. La barrière est compromise, elle est moins étanche. En plus, pour combattre l'inflammation, le corps dilate les vaisseaux sanguins juste en dessous. Ça amène plus de sang dans la région. Wow! Donc, non seulement le médicament entre plus facilement dans la peau, Oui, mais il a aussi une autoroute directe vers la circulation sanguine. C'est un cercle vicieux. exactement. Le remède devient plus puissant et potentiellement plus risqué juste au moment où on en a le plus besoin. C'est précisément ça. C'est ce qui explique que des effets secondaires normalement rares peuvent survenir dans ces conditions. Et ça nous amène directement à l'importance du véhicule. Le véhicule. Oui, le nom qu'on donne à la base dans laquelle le médicament est mélangé. Ah oui, la fameuse différence entre la crème, l'enguin, la lotion. Pour moi, c'est surtout une question de texture. C'est plus que ça. C'est une question de stratégie. OK. Si je comprends bien, l'onguin, c'est la texture riche et grasse, comme de la vaseline qu'on mettrait sur des talons très secs en hiver. Ça reste en surface, ça colle. Oui. La crème, c'est plus ce qu'on met sur les mets au quotidien parce que ça pénètre vite sans laisser de film gras. C'est exactement ça. Et cette différence de texture a un impact pharmacologique direct. L'onguin, parce qu'il est gras, est ce qu'on appelle occlusif. Il crée une pellicule imperméable sur la peau. Ça empêche l'eau de s'évaporer, ce qui surhydrate la couche cornée, et une couche cornée bien hydratée est beaucoup plus perméable. Ah, l'onguin force la porte d'entrée, en quelque sorte. Voilà. La crème est moins occlusive, la lotion encore moins. Fait qu'on choisit un onguin pour une peau très sèche qu'on veut hydrater et forcer à absorber, et une crème pour une lésion qui suinte où on ne veut surtout pas emprisonner l'humidité. Ce qui m'amène au dernier point, l'occlusion. Comment un simple pansement peut transformer un traitement? Le pansement, c'est l'arme secrète de l'absorption. Il fait ce que l'onguent fait, mais en 10 fois plus puissant. Il bloque complètement l'évaporation, ce qui gorge la peau d'eau. Il augmente aussi la température locale. Ces deux facteurs, chaleur et hyperhydratation, peuvent augmenter l'absorption d'un médicament d'un facteur 10 voire 100. Attends une minute. Ça veut dire qu'un patient qui pense bien faire en mettant un pansement protecteur sur sa crème Oui, pourrait, sans le savoir, s'administrer une dose 10, voire 100 fois plus forte que prévu. C'est une information cruciale pour la sécurité, là. c'est absolument fondamental. Et c'est un point clé de l'éducation du patient.
L'occlusion, c'est une technique thérapeutique puissante, mais elle doit être utilisée uniquement quand elle est recommandée par un professionnel, précisément à cause de ce risque. D'accord, on a compris comment faire entrer le médicament, mais une fois qu'il est dans la peau, qu'est-ce qu'il fait? Prenons l'exemple que tout le monde connaît. La cortisone. C'est quoi sa superpuissance anti-inflammatoire? On lit dans les sources qu'elle inhibe la phospholipase A2. C'est le nom de l'interrupteur principal de l'inflammation. Imaginez que l'inflammation est une usine qui produit en chaîne des molécules irritantes comme les prostaglandines et les leucotriènes. D'accord? La phospholipase A2, c'est le grand levier qui démarre toute la chaîne de montage. Les corticostéroïdes arrivent et bing, ils abaissent ce levier. Ils coupent le courant à l'usine au complet. C'est pour ça qu'ils sont si efficaces? Exactement. Ils n'agissent pas sur un seul symptôme, ils bloquent la production de multiples médiateurs de l'inflammation directement à la source. Il les classe en catégories de puissance, un peu comme des catégories de poids en boxe. C'est une excellente analogie. On a 4 classes principales. Dans les poids plumes ou faible puissance, on a l'hydrocortisone, celle qu'on peut souvent acheter sans ordonnance. OK. Dans les poids moyens, la triamcinolone. Chez les poids lourds ou forte puissance, la bétaméthasone. Et dans la catégorie des super lourds, les très fortes puissances, on retrouve le clobétasol. Le choix du bon combattant dépend de l'adversaire et du ring. Explique-nous ça. Mais non, on n'enverrait pas un poids super lourd sur le visage où la peau est mince et fragile. Le risque de KO pour la peau serait trop grand. Pour le visage, on choisit un poids plume comme l'hydrocortisone. Par contre, pour combattre des plaques de psoriasis très épaisses sur les coudes, où la peau est comme un sac de frappe, là, il faut sortir l'artillerie lourde. Un clobétasol. Sinon, le traitement ne passera même pas la première couche. On a couvert le mécanisme et le choix des médicaments. Abordons maintenant de front le troisième objectif de nos sourcilières, comment activement prévenir ces fameux effets désirables qui font si peur aux gens. C'est la conversation la plus importante à avoir. Il faut distinguer les effets locaux qui arrivent sur la peau des effets systémiques qui affectent tout le corps. Localement, avec une utilisation trop longue ou trop puissante, la cortisone peut avoir l'effet inverse qu'on veut. Elle amincit la peau, c'est l'atrophie. La peau devient plus fragile. Fragile comme du papier de soie. Elle peut causer des vergetures, même sans étirement, et faire apparaître de petits vaisseaux sanguins qu'on appelle télangiectasie. Et les effets sur tout le corps. C'est là que ça devient plus inquiétant. On lit des termes comme suppression de l'axe HPA. C'est là qu'une autre analogie est utile. Imaginez que vos glandes surrénales sont des usines qui fabriquent votre cortisone naturelle, le cortisol. Le cerveau, c'est le grand patron qui envoie les commandes de production. D'accord. Si vous inondez le corps avec une version synthétique très puissante venue de l'extérieur, le grand patron regarde ses stocks et dit aux usines « C'est bon les gars, on n'a plus qu'assez de stock, prenez des vacances. » Ah, C'est ça, la suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou HPA. Le problème, c'est que redémarrer une usine après un long congé forcé, c'est très difficile et parfois elle ne redémarre pas bien. c'est beaucoup plus clair. Donc, la clé pour prévenir tout ça, c'est d'utiliser la bonne puissance au bon endroit pour la durée la plus courte possible. Exactement. Puissance, surface, durée et occlusion. C'est le mantra de la sécurité avec les corticostéroïdes. Changeons de microbe. Parlons des champignons. Ici, le défi est complètement différent, n'est-ce pas? On ne combat plus de l'inflammation de notre propre corps, on combat un envahisseur. Un envahisseur qui nous ressemble beaucoup. C'est ça le piège. Les champignons sont des eucaryotes, comme nos propres cellules. Ils ont un noyau, des mitochondries. Tuer un champignon sans s'empoisonner soi-même, c'est un défi de taille. Il faut trouver une cible qui est unique aux champignons, une sorte de talon d'Achille. Et ce talon d'Achille, c'est une molécule au nom un peu bizarre, l'ergostérol. Précisément. L'ergostérol, pour un champignon, c'est l'équivalent du cholestérol pour nous. C'est un composant essentiel de sa membrane cellulaire, ce qui lui donne sa structure. Et nos cellules à nous n'en ont pas. C'est la cible parfaite. La plupart des antifongiques s'attaquent à l'ergostérol, mais avec des stratégies différentes. D'accord, alors comment ça marche? On a les azolées, les allylamines, les polyènes. On dirait des noms de personnages de science-fiction. On peut les voir comme différentes équipes de saboteurs. Les azolés, comme le clotrimazole, et les allylamines, comme la terbinafine, sont des saboteurs de la chaîne de production. Ils s'infiltrent dans l'usine du champignon et brisent les machines qui fabriquent l'ergostérol. Sans ce matériau, le champignon ne peut plus réparer ses murs et finit par s'effondrer. Et les polyènes? Les polyènes, comme la nystatine, eux, c'est l'équipe de démolition.
L'équipe de démolition, Oui, ils ne s'occupent pas de l'usine. Ils vont directement sur les murs de la cellule déjà construits. Ils repèrent l'ergostérol dans les murs, s'y accrochent et y percent des trous. littéralement, Littéralement, ils créent des pores dans la membrane. La cellule se vide de son contenu et meurt. C'est une méthode beaucoup plus directe et brutale. et j'imagine que le choix de l'arme dépend du type d'infection. On voit que la terbinafine est souvent utilisée pour le pied d'athlète, alors que d'autres sont pour les candidoses. Tout à fait. La terbinafine, par exemple, a une affinité particulière pour la kératine, la protéine qui compose notre peau, nos cheveux et nos ongles. Elle va s'y concentrer, ce qui en fait le traitement de choix pour les infections des ongles, le onychomycose. La nystatine, de son côté, est très efficace, mais aussi assez toxique si elle est absorbée. On la réserve donc à des infections de surface où elle ne passera pas dans le sang, comme le candida dans la bouche. Restons dans le monde des microbes avec les antibiotiques topiques. Ici, le mot qui revient sans cesse, c'est résistance. Ça semble être la préoccupation numéro 1. C'est plus qu'une préoccupation, c'est une crise. On a des outils incroyablement efficaces. La mupirocine, par exemple, est redoutable contre le Staphylococcus aureus, la bactérie responsable de l'impétigo. La clindamycine est excellente pour l'acné, mais chaque fois qu'on les utilise, on lance un dé. On risque de sélectionner les quelques bactéries qui ont une mutation leur permettant de survivre Et ces survivants vont ensuite se multiplier. et créer une nouvelle génération de bactéries résistantes. C'est pourquoi la règle d'or avec les antibiotiques topiques, c'est de les utiliser sur la période la plus courte possible et seulement quand c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire pour une infection bactérienne confirmée. Exactement. Pas pour un simple bouton ou une égratignure. Chaque utilisation non essentielle est une balle qu'on se tire dans le pied pour l'avenir. Mettons maintenant toutes ces pièces de puzzle ensemble pour regarder deux maladies chroniques complexes, la dermatite atopique ou eczéma et Yeah. le psoriasis. Ce ne sont pas des infections, mais des dérèglements de notre propre système. Exactement. Et c'est pourquoi la stratégie est complètement différente. On ne cherche pas à éradiquer un microbe, mais à calmer et à contrôler un système immunitaire qui s'emballe et une barrière cutanée qui est défectueuse. C'est un travail de gestion à long terme. Pour l'eczéma, la première ligne de traitement n'est même pas un médicament. Ce sont les émollients, des crèmes hydratantes finalement. Oui, voilà. C'est la base absolue. C'est la fondation de la maison. Dans l'eczéma, la barrière cutanée est comme un mur de briques avec un mauvais ciment. Elle fuit. Les émollients, c'est le nouveau ciment qu'on applique tous les jours pour colmater les brèches, empêcher les irritants d'entrer et l'eau de sortir. Ensuite, quand l'inflammation prend le dessus, quand le feu poigne dans la maison, là, on sort l'extincteur topique, les corticostéroïdes. Et pour les zones sensibles comme le visage, on a d'autres options comme le tacrolimus? Oui, le tacrolimus, c'est un immunosuppresseur plus ciblé qui calme les cellules immunitaires dans la peau sans avoir les mêmes risques d'amincissement que les corticoïdes. C'est un extincteur de précision. Et pour les cas sévères, les incendies de forêt, on a des thérapies biologiques comme le dupilumab, qui sont comme des missiles guidés qui vont neutraliser spécifiquement deux des messagers chimiques qui crient « au feu ». Et pour le psoriasis, est-ce que la logique est la même? La logique est similaire, mais la maladie est différente. Dans le psoriasis, on a non seulement une inflammation, mais aussi une prolifération folle des cellules de la peau. Ah oui? Les cellules se renouvellent en 3 ou 4 jours au lieu des 28 jours habituels. Ça crée les plaques épaisses et squameuses. Il faut donc un traitement à double action. Précisément. On combine souvent un corticostéroïde pour éteindre le feu de l'inflammation avec un dérivé de la vitamine D, comme le calcipitriol, qui agit comme un signal stop pour ralentir cette multiplication cellulaire effrénée. Pour les cas plus graves, on a aussi des traitements systémiques comme le méthotrexate ou des biologiques qui vont bloquer d'autres messagers de l'inflammation comme le TNF-alpha ou l'IL-17, qui sont les grands chefs d'orchestre dans le psoriasis. C'est fascinant de voir comment chaque traitement est adapté à la biologie unique de la maladie. Pour conclure, revenons au quatrième et dernier objectif de nos sources, qui est d'intégrer tout ça dans une vision clinique. Comment un professionnel de la santé prend-il une décision face à un patient? On nous donne une formule. Mécanisme, sévérité, localisation, âge, risque. C'est exactement le cheminement mental. C'est une checklist qui permet de personnaliser le traitement. Prenons nos deux exemples extrêmes. Un adulte avec des plaques de psoriasis épaisses comme des semelles de souliers sur les coudes. D'accord. La maladie est sévère. La localisation est non risquée. La peau est robuste. L'âge n'est pas un facteur. Le risque d'effet systémique est faible. Le choix logique, un combattant poids super lourd, le clobétasol, peut-être sous occlusion pour forcer la pénétration. Et l'autre extrême? L'autre extrême, un bébé de 6 mois avec un léger eczéma rouge sur les joues.
La maladie est légère. Mais la localisation, le visage, est à haut risque. L'âge, un bébé, rend la peau plus perméable. Le risque d'atrophie et d'absorption systémique est maximal. Alors le choix. Le combattant le plus léger possible. Un poids plume comme l'hydrocortisone à 1%, utilisé pour quelques jours seulement. Cette formule, c'est ce qui transforme la science en art de soigner. C'est incroyablement clair. En résumé, on a vu que la peau est une forteresse qu'il faut déjouer intelligemment. On a appris à classer les corticostéroïdes comme des boxeurs et à se méfier de leur puissance, surtout avec un simple pansement. On a découvert les stratégies de sabotage et de démolition des antifongiques et on a compris que traiter des maladies comme l'eczéma ou le psoriasis, c'est moins une bataille qu'une gestion fine et personnalisée de notre propre biologie. Et pour laisser matière à réflexion, toutes les sources qu'on a discutées aujourd'hui se concentrent sur des médicaments qui combattent une inflammation ou qui tuent des microbes. C'est l'approche classique. Mais la science nous révèle de plus en plus l'importance capitale du microbiome cutané, cet écosystème de milliards de bactéries et de champignons bénéfiques qui vivent sur notre peau et la protègent. La question pour l'avenir est donc la suivante. Est-ce que la prochaine révolution en dermatologie sera de continuer à développer des armes de plus en plus précises ou sera-t-elle de devenir des jardiniers de notre peau, en développant des thérapies qui visent non pas à tuer les mauvaises herbes, mais à restaurer un écosystème cutané sain et équilibré pour traiter des maladies comme l'acné, la rosacée ou la dermatite atopique? La réponse n'est peut-être plus dans la pharmacopée, mais dans l'écologie.